À votre avis, pourquoi est-ce que l'industrie de la viande et les autorités gouvernementales dissimulent l'existence de ces fermes industrielles? Pourquoi est-ce que les producteurs de viande ont choisi de ne pas dire à leurs clients dans quel type de ferme leur viande est produite? Pourquoi ont-ils choisi de ne pas respecter le droit de savoir de leurs clients? Eh bien, c'est peut-être parce que les consommateurs de viande se poseraient des questions, entre autres, au sujet du traitement réservé aux milliers d'animaux élevés dans chacune de ces fermes-usines. L'élevage industriel, je ne sais pas ce que vous voulez dire par ça. Précisez votre question, s'il vous plaît. L'élevage intensif, les animaux dans des bâtiments en très grand nombre. La très grande majorité de la viande vendue dans nos supermarchés et dans nos restaurants provient désormais de fermes industrielles, de fermes-usines, non pas de petites fermes familiales. En fait, jusqu'à 99 % de certains types de viande, tels que le poulet, provient désormais de fermes industrielles. Le but, c'est d'avoir des animaux de production qui nous donnent des œufs, qui nous donnent des petits, qui eux-mêmes, voilà. Et dans un jour, on sera très heureux d'avoir un petit bout dans une assiette. On peut associer grands élevages, c'est ça que vous voulez dire, parce qu'industriel, je ne voudrais pas, c'est noté péjorativement. La triste réalité, c'est que dans les fermes industrielles, on traite les animaux de manière mécanique, sans aucune attention particulière pour leurs facultés intellectuelles, leurs émotions ou même leur capacité de souffrir. Force est de constater donc que ces fermes industrielles objectivent les animaux et les traitent ni plus ni moins comme de simples composantes d'une chaîne de production de viande. Je ne suis pas persuadé qu'ils fassent attention à l'origine de l'œuf et qu'ils soient très regardants là-dessus. Et c'est un problème de prix et on doit être aussi présent sur ce marché-là. Vous savez, ceux qui profitent économiquement, entre autres, d'un système d'oppression ont toujours tendance à se convaincre que ce système est soit naturel, soit nécessaire ou les deux. Dès lors, l'histoire a démontré qu'il est très, très difficile pour les oppresseurs de réaliser à quel point leurs actions sont injustes et immorales. Et de nos jours, dans la plupart des pays industrialisés, comme la France et le Canada, on se vante d'avoir combattu efficacement les attitudes discriminatoires comme le racisme ou le sexisme. Mais en réalité, malheureusement, l'histoire se répète. Ceux qui sont coupables de discrimination n'en sont pas conscients. Vous savez, une idéologie discriminatoire dominante est essentiellement invisible. Ce n'est pas un être, ce n'est pas un homme, ce n'est pas quelqu'un qui pense, c'est un animal. Même si les droits ont évolué avec la loi, l'amendement Glavany, il faut quand même différencier les choses. Quelquefois, quand quelqu'un perd un animal domestique ou un animal d'élevage, certains parlent d'animaux décédés. Non, ce n'est pas des animaux qui sont décédés, c'est des animaux qui sont morts. Voilà. Quelqu'un qui est décédé, c'est un homme, c'est un humain avec un cerveau ou une intelligence. Voilà. Il y a un cerveau, mais il n'y a pas d'intelligence au sens humain chez un animal. Il faut utiliser les bons termes. Le concept du spécisme fait référence à la discrimination arbitraire envers les membres des espèces animales autres que la nôtre. Parce qu'il faut le rappeler, les humains sont aussi une espèce animale. On définit donc le spécisme comme un préjugé ou une attitude de parti pris en faveur des intérêts des membres de sa propre espèce et à l'encontre des intérêts des membres des autres espèces animales. On a souvent tendance à oublier que toutes les espèces animales, incluant la nôtre, les Homo sapiens, partagent certains intérêts fondamentaux. Comme nous, tous les animaux ont intérêt à vivre. Et comme nous, tous les animaux ont intérêt à ne pas souffrir. Donc, les humains ne sont pas les seuls à manifester de façon consciente le désir de vivre. Les humains ne sont pas les seuls non plus à éviter de façon consciente de souffrir. Les animaux, que ce soit des vaches, des cochons ou des poules, partagent eux aussi ces caractéristiques moralement pertinentes et devraient être traités en fonction de celles-ci. Après avoir élargi notre cercle de considération morale pour y inclure les humains de toutes les races et de tous les sexes, il est maintenant temps de l'élargir un peu plus et d'y inclure les êtres sensibles de toutes les espèces. La question n'est pas « peuvent-ils raisonner » ni « peuvent-ils parler », mais « peuvent-ils souffrir »